Merci. Donc, c'est à nouveau à moi. J'ai été désigné volontaire pour être en charge donc de cette introduction générale et surtout de l'introduction scientifique que je vais essayer de vous faire vivre. Alors j'avais deux options, soit je posais les questions scientifiques avec la bibliographie que nous avons fait, etc. Et puis comment dire, je vous laissais en suspens dans ces questions-là. Soit je prenais une option un peu différente qui était de vous faire une sorte de bande-annonce, une sorte de teaser dans cette introduction. Donc on va commencer par donc l'introduction générale. Donc d'abord un merci, un grand merci aux architectes qui m'ont aidé dans la construction de ce projet. Donc la première ligne, c'est pour les gens du BRGM. On a vu Pierre Toulouat tout à l'heure, mais on a vu passer donc Patrick Landé et maintenant Christophe Poinceau à la direction scientifique du BRGM. La deuxième ligne, c'est pour tous les académiques, les PIs qui sont responsables des thématiques et Haute-Vie Vidal, responsable de projet. Et la troisième et quatrième ligne, en fait, c'est pour les gens de Total qui ont été fortement impliqués dans cette discussion, et un spécial remerciement pour Stéphane Raillard qui nous a permis et qui nous a fait confiance pour lancer ce projet au sein de Total. Alors il y a une deuxième partie qui est effectivement donc tout ce, je rajoute ces personnes qui nous ont aidés notamment pour la partie fluide et la partie Guyane. Donc rapidement, l'histoire du projet, elle démarre fin 2014, mais la rédaction des contrats, la rédaction des sujets, les signatures, on arrive à août 2015 où Total, Daniel Platé, que je salue, et Vincent Laflèche signent le contrat cadre convergence entre le BRGM et Total. Donc on voit Stéphane Raillard et Patrick Landé à l'arrière. Et puis en décembre de cette même année 2015, en fait, nous signons avec le CNRS cet accord tripartite sur Eurogène. Donc c'est une histoire qui a 5 ans. Aujourd'hui. Donc beaucoup de monde, excusez-moi, j'ai quelques problèmes de sensibilité avec mes flèches. Donc beaucoup de monde, ça a été dit dans les introductions. Donc évidemment, ce que vous voyez ici, c'est les 3 projets qui ont été cités. Donc Eurogène, verticalement Eurogène, Source to Think et Fluide, avec les principaux acteurs académiques et les chefs de projet. Et puis dessous, vous avez principalement les jeunes chercheurs, donc postdoc et doc, qui représentent l'élaboration de 53 sujets qu'il a fallu driver pendant ces 5 années. Donc merci à tous pour ça. Alors, les 3 projets, en fait, sont divisés en plusieurs thématiques. C'est un petit peu hétérogène parce que le pilotage des projets n'a pas été le même du fait du nombre. Donc, sur Eurogène, c'est la première ligne. Vous avez une thématique sur l'imagerie avec Sébastien Chevreau. Ensuite, une thématique sur la cinématique, essentiellement Ouest Méditerranée, post-eurogénique, c'est Laurent Jolivet. Une thématique sur les bassins et le remplissage, enregistrement sein orogénique avec Marie Ford. Les paramètres de contrôle et la lithosphère avec Frédéric Moutreau. Et puis toute la partie héritage avec Gianretto Manaccial. J'ai mis un petit logo Mopasac avec Nikos Martakis de Seismotech, qui est cette société qui nous a bien aidé pour l'acquisition Mopasac dans le cadre de l'imagerie. La deuxième ligne, c'est la Dream Team du Source to Think, avec un mélange approprié entre les différentes entités. Donc avec 3 thèmes, le Source to Think compressif, c'est le petit C que vous avez en indice dans les Pyrénées, Nearfield. Et puis on a regardé les choses un peu plus larges pour voir le Farfield, l'effet assez régional de ce Source to Think. Et puis on a aussi une thématique sur la Guyane, ça a été une opportunité dans laquelle on a un aspect contemporain entre l'ouverture d'un océan Atlantique et la création d'une chaîne de montagnes. Tout ça impactant sur l'évolution d'un vieux craton, les cratons des Guyanes. Donc ensuite, on a le projet Fluide qui est très proche de notre activité à Total, avec trois sujets principaux, 3 thématiques principales sur l'eau et les hydrocarbures. Un autre donc sur la diagénèse et le dernier sur les fluides profonds. Alors ce dernier est dirigé d'une main de maître par Éric Gaucher et les différents acteurs qu'on va détailler au fil de l'eau dans cette introduction et ensuite dans le cadre du déroulé du programme.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 5 ans entre le kick-off meeting qui a eu lieu en 2016 à Pau et le end-of programme qui a lieu aujourd'hui? En fait, une série de réunions, je n'ai mis que les principales, il y en a eu beaucoup plus en fait, hein, une série de réunions internes, externes, multipartites, qui nous ont permis de faire le pilotage à la fois à l'échelle du sujet, donc doc ou post-doc, à l'échelle des thématiques et à l'échelle en fait de l'ensemble de chacun des projets et de l'ensemble de convergence. Donc en plus de ça, je ne vais pas détailler toutes ces réunions. En plus de ça, on a eu quelque chose de formidable avec les jeunes chercheurs. C'est les Winter School et les Summer School qui ont entraîné une dynamique de dingue. On a eu également évidemment Maupasac là, qui est posé en 2017, c'est 6 mois d'acquisition. On a eu tout un tas de présentations à des séminaires, AGU, EGU, RST, Goldschmidt. Donc tout ça, ça a fait énormément d'activités. 170 abstracts à peu près, un peu plus, qui ont été présentés. Plus de 80 publications. 19 manuscrits de thèse, il y en a encore 6 à soutenir pour finir la liste, et puis 10 sessions de leadership dans des congrès. En termes de livrables, on a également donc ce qui va arriver pour Orogène, et après je parlerai des livrables des autres projets pour Orogène, c'est le bulletin de la Société géologique de France, un numéro spécial avec comme éditeur Olivier Lacombe. Merci à Olivier de se charger de ce travail difficile. Introduction scientifique. Donc, de quoi on est parti? En fait, on est parti d'une question orogène. C'est quoi un orogène? C'est une topographie, mais toutes les topographies ne sont pas liées à des marges convergentes. On peut avoir des topographies qui sont liées à plein d'autres choses et on va le voir. Côté total, en fait, je me suis retourné à l'époque vers notre sachant, notre expert, qui m'a donné 2 pistes principales. Les chaînes de montagne sont toutes différentes. Et puis, il faut de la sismique, on n'y voit rien. Donc les zones complexes, c'est vrai que c'est compliqué à imager. Donc, voilà, on a mis ça dans notre poche. Côté BRGM, Pierre Toulouat l'a dit, hein, il y avait une synergie avec le RGF et avec cette volonté de réhomogénéiser les cartes géologiques des Pyrénées, puis d'avoir une vision 3D, voire 4D des systèmes pyrénéens. Côté CNRS, il y avait une synergie avec les projets qui étaient financés par l'Agence nationale de la recherche, essentiellement donc Pyramide et Pyrope. Et puis des questions majeures qui nous intéressaient aussi sur l'enregistrement des bassins, le rôle du sel, le rôle fondamental du sel, les aspects cinématiques également, comment la lithosphère interagit, donc en termes d'image, mais aussi en termes de structure, et puis quel est le statut thermique et quelle est l'évolution de ce statut thermique au cours d'un système orogénique. Alors la R&D est un sport de combat. D'autres le disent aujourd'hui pour la Covid. Donc nous, on a eu des contraintes. C'est au sein de Total, on nous a posé comme question de renouveler les concepts pour l'exploration principalement, et puis de travailler dans les Pyrénées. Et donc on a pris en fait un contre-pied d'un certain nombre de préceptes qui nous avaient été donnés, notamment donc pour mieux y voir, on va prendre de la sismique passive, c'est-à-dire qu'on va faire un éclairage non pas par le haut comme on sait faire dans le monde pétrolier avec de la sismique traditionnelle, mais on va prendre de la sismique passive qui utilise les séismes locaux et le bruit comme source pour imager le sous-sol. Et puis le contre-pied dont je parlais à l'instant, c'est en fait, non pas les chaînes de montagne sont toutes différentes, mais en quoi elles sont similaires. Et puis la dernière question qui se pose à nous, finalement, puisqu'on est dans les Pyrénées, est-ce que les Pyrénées sont une vraie chaîne de montagne? Et donc on va discuter de tout ça. Donc nous sommes partis avec ce boulet attaché au pied, ce boulet qui représente nos contraintes. Et puis nous avons chaussé, excusez-moi, j'ai un casque, le béret, et nous sommes partis à l'assaut des Pyrénées. Je relève le béret. Alors la question, c'est est-ce que effectivement les Pyrénées sont une vraie chaîne de montagne? Donc quand on regarde une carte mondiale des systèmes convergents, évidemment, on peut s'interroger et on verra qu'on le fera tout au long de cette histoire. Mais par contre, comment les Pyrénées? La vraie question, c'est comment les éléments qu'on a compris dans le système pyrénéen ou péri-ibérique vont nous permettre d'adresser les questions ou une nouvelle classification de ces marges convergentes. Et j'espère qu'on arrivera à
vous convaincre que nous avons effectivement ces éléments de langage, ces éléments de compréhension à la fin des conclusions de ce séminaire. Donc, elles sont toutes différentes. Mais en quoi seraient-elles semblables? Donc, quand on regarde différentes coupes au travers de l'Atlas, des Pyrénées, des Alpes, de l'Oman ou du Zagros, effectivement, il y a des différences majeures. Et ces différences majeures, en fait, on va les différencier. Donc, si on prend cette petite modélisation d'une lithosphère plan parallèle avec une croûte homogène et un dépôt sédimentaire, on va dire, qui préexiste à l'extension et à la compression, donc que je vais animer. Donc une extension qu'on inverse et puis on fait un prisme à la fois donc footils traditionnel dans la partie sédimentaire et puis un prisme crustal pour la partie profonde avec une chaîne asymétrique, pro-wedge qui fait face à la subduction à gauche et rétro-wedge dans la partie arrière. Donc cette histoire-là, en fait, on va voir qu'elle dépend de paramètres régionaux dans un premier temps qui, eux, sont pas prédictifs. C'est les conditions de friction, donc c'est le prisme d'accrétion, le prisme de Coulomb, avec des conditions d'accrétion, les conditions de décollement, d'épaisseur de piles sédimentaires, de sédimentation, de présence ou non du sel. Ça, c'est des conditions régionales qui sont déterminées par la stratigraphie et les connaissances régionales. Et nous allons voir, en fait, en élargissant notre vision, qu'on va trouver des éléments de langage qui vont être différents. Donc, notre terrain de jeu, on l'agrandit, il n'est pas seulement pyrénéen, il s'avère être à l'échelle du nord de l'Afrique, on va dire au sud de l'Angleterre, pour faire un petit peu large. Donc, on va faire le tour de l'Ibérie dans tous les sens. Et puis, un grand merci à Marc Martin, que j'ai mis en photo sur cette slide, pour avoir compilé non seulement cette magnifique carte géologique et bathymétrique, mais aussi ce que vous ne voyez pas parce que c'est trop petit, toutes les lignes sismiques et puits de la zone, ce qui représente un projet d'une très très grande richesse. Et on aura quelque chose d'intéressant, c'est que cette unité de lieu en fait des trois projets Orogène, Source to Sink et Fluide, qui vont nous permettre d'adresser en fait de manière très transverse toutes les problématiques. Alors on a regardé les choses à différentes échelles, à l'échelle locale, à l'échelle régionale, semi-régionale, et cette approche-là, en fait, va nous permettre d'arriver à la description des process, à définir les paramètres de contrôle et les différentes phases d'évolution des systèmes, à la fois en extension et en compression. Ça va nous amener à poser la question des moteurs, des moteurs locaux, des moteurs régionaux, des moteurs profonds, asténosphériques. Et puis ça nous amènera pour la conclusion à proposer une nouvelle approche en termes de concept. Alors, ce boulet que j'ai décrit au début de manière volontairement péjorative, en fait, il s'est avéré être une chance incroyable. Pourquoi? Parce que dans ce système péri-ibérique, on a la chance de voir une marge qui est au nord de la Bay of Biscay. C'est mon trait de coupe grand A qui est en haut à gauche. Donc, on a une marge qui est préservée. Et puis, on a une zone de subduction entre la partie ibérique et le système océanique de Bay of Biscay. On a la collision post-orogénique du système pyrénéen, et puis on a un domaine de bac-arc sur la partie ouest Méditerranée. En fait, sur cet espace géographique très réduit, on peut observer une diversité, une richesse absolument incroyable qui décrit un cycle et demi du cycle de Wilson. Et c'est ça la force en fait de cette zone qui va nous permettre d'avancer. Donc, quel est le devenir finalement? C'est la question qui est posée implicitement avec ces deux coupes. Quel est le devenir d'une marge dans un système orogénique et comment cette marge va conditionner l'architecture du système orogénique? Cette question se pose évidemment en 2D temps, mais en 3D également, et nous verrons à quel point c'est important. Alors, je vais dire la palissade sur cette slide, c'est en fait, avant d'être une marge convergente, une marge est une marge, c'est-à-dire une marge divergente, qui est plus ou moins mature, qui est plus ou moins évoluée. C'est-à-dire qu'on a soit un rift, soit du manteau qui va s'étirer, soit un océan. Et c'est ces différents domaines qui vont conditionner le devenir de l'orogène, qui vont conditionner comment en fait le système, déjà de quel côté le système convergent va partir, où sont les fragilités et comment vont évoluer la thermicité au sein de ce système-là et les fluides.
Alors, la première synthèse qui va nous être proposée, enfin, c'est pas dans l'ordre du programme, mais c'est dans l'ordre de mon introduction. Donc, la première synthèse à laquelle je fais allusion, c'est celle de l'équipe de la thématique héritage qui va être présentée par Gianretto, où on va effectivement pouvoir comparer différents domaines, donc pyrénéens, alpins, apennins, le Zagros, l'Oman et Taïwan, et voir effectivement commencer à discuter l'empreinte de cette histoire de la marge divergente dans la convergence. Donc ensuite, nous verrons avec Frédéric Moutreau, qui est responsable de cette partie paramètres de contrôle, lithosphère. En fait, on peut voir sur cette coupe qui représente en une seule slide en fait sa thématique. Hein, je suis désolé, c'est très très court. Donc entre l'Afrique et l'Europe, qui sont les deux systèmes entre guillemets cratoniques extrêmes de cette zone, quelles sont les fragilités intimes de la lithosphère entre ces deux cratons, et comment la déformation va pouvoir se propager au travers de ces différentes fragilités, et comment ça va se passer au cours du temps. Avec Laurent, l'équipe de Laurent Jolivet, sur cette thématique cinématique et post-orogénique, nous allons discuter évidemment de la cinématique, donc avec un ensemble de cartes d'une richesse incroyable, puisque Laurent travaille depuis très très longtemps sur la partie Est et centrale Méditerranée, et on a rajouté avec le projet Orogène, merci Laurent, toute la partie Ouest Méditerranée, donc avec des cartes cinématiques qui sont absolument fantastiques. Et puis, donc on verra dans l'histoire, avec cette charte que vous avez sur la partie en haut à droite, hein, cette charte stratique, on va discuter comment les systèmes évoluent au cours du temps, quels sont les moteurs, comment les zones de transfert vont jouer un rôle dans cette évolution cinématique. Donc avec Marie Ford, qui est responsable de la thématique bassin et sein orogénique, on discutera en fait donc pour l'image qui est en haut à gauche l'évolution et la quantification des mouvements verticaux dans la zone axiale, la réponse des bassins flexuraux, à la fois sur des taux de dépôt sur le pro-wedge et le rétro-wedge, comment en fait l'un et l'autre répondent à la sollicitation de la mise en place d'un orogène. Et on verra au cours du temps comment évolue le relief, donc depuis la partie est des Pyrénées jusqu'à la partie ouest. Donc ça commence à nous mettre en tête que les reliefs ne sont pas homogènes en même temps dans le système pyrénéen, et va nous poser des questions sur le diachronisme de la collision. Nous verrons ensuite avec Sébastien Chevreau un premier ordre incroyable sur ces 5 lignes sismiques qui ont été designées au travers des Pyrénées. Il y en a une 6e, mais là je vous en présente que 5. C'est donc comment en fait le slab que vous voyez sur la partie ouest, l'image en haut à gauche, hein, le slab ibérique qui est présent sur les 3 premières sections, disparaît sur la partie est des Pyrénées. Donc un premier ordre qui a été une surprise, et une surprise importante sur l'architecture de cette chaîne. Donc pourquoi le slab n'est pas là? Est-ce qu'on ne le voit pas parce qu'on ne le voit pas? Est-ce qu'on ne le voit pas parce qu'il n'y est pas? Est-ce qu'on ne le voit pas parce qu'il est parti? Et donc une deuxième partie, on en a un petit peu parlé, c'est Maupasac avec Sébastien Chevreau, où on aura effectivement à discuter de cette acquisition formidable qui a été faite en 2017, 6 mois d'écoute, avec un grand merci encore une fois à l'équipe de Seismotech, Nikos Markatis et son équipe, donc qui nous ont permis de faire cette acquisition. C'est une acquisition que nous avons fait volontairement sur l'anomalie du gravimétrique du labour, pour voir cette architecture en profondeur en 3D, mais aussi on a la chance, de par l'histoire de Elf et Total, d'avoir dans cette zone une quantité de lignes sismiques et de puits qui nous ont permis de faire des comparaisons avec notre database au sein de la compagnie.
Donc ensuite, nous verrons dans cette partie multiphysique ce matin avec Charlotte une discussion sur les échelles, la quantification en fait des mouvements verticaux, long terme et court terme. Long terme que j'illustre pas ici, mais avec la thermochro basse température qui nous permet de voir l'évolution verticale pendant plusieurs millions d'années en uplift ou en dépôt de cette zone axiale. Et puis on verra avec l'INSAR que j'illustre par cette image. Donc l'INSAR, c'est l'acquisition satellite radar. Avec des millions de points, on a acheté une database avec des millions de points que nous avons traités et qui nous permet effectivement d'illustrer la dynamique de surface et de discuter en fait comment cette acquisition, qui est que 4 années de satellite, peut être comparée avec les millions d'années. Nous verrons ensuite, en conclusion d'Orogène, en fait, les éléments que je vous donne tout de suite, les éléments de discussion de cette charte, de cette matrice orogénétique des Pyrénées, des chaînes de montagnes, avec la maturité de la divergence et la maturité de la convergence. Et on verra comment on peut placer les différents exemples que nous aurons traités au travers de ce projet et comment on peut les comprendre et éventuellement avoir une meilleure prédiction de leur architecture. Alors, je vais faire quelques éléments d'introduction pour le source to sink et pour les fluides. Donc, pour le source to sink, en fait, nous, à Total, quand on regarde un bassin, généralement, on regarde la boîte, le contenu de la boîte avec sa sédimentation, sa stratigraphie, sa déformation structurale à l'intérieur, les mouvements statiques. Et le source to sink, en fait, nous apporte une vision qui est un peu différente puisqu'on élargit la problématique et on intègre donc la dynamique de transport, les bassins de transfert. On introduit également les sources avec leur vitesse d'exhumation, d'érosion. On introduit la problématique du climat et on introduit évidemment la géodynamique. Donc c'est un peu ce que je résume sur ce diagramme triangulaire. Donc la géodynamique en bas, les mouvements verticaux quantifiés avec tout un tas de méthodes qu'on vous présentera. L'impact du climat et notamment des optimums climatiques qui sont ce qui est plus marqué, et puis toute la partie donc érosion, transfert, dépôt, qui est une approche plus traditionnelle mais qui est nécessaire pour faire des bilans de matière, des bilans de masse. Tout ça nous amène à la question prédire, comment on peut prédire les réservoirs, comment on peut prédire l'évolution d'un système, et on verra qu'on a des éléments avec des échelles, des approches et des échelles qui sont différentes. Donc sur la partie source to sink, en fait, on a trois grandes thématiques. Je vous les ai présentées au début. Donc une synthèse qui vous sera présentée par l'équipe Eric Lasseur, Alexandre Ortiz et Sébastien Casteltor sur le Péri-Pyrénées. Une approche un peu plus élargie sur Western Europe avec Justine Brier, Jocelyn Barbaran et Julien Baptiste. Et puis la chance que l'opportunité des Guyanes, du Craton des Guyanes, avec donc Delphine Rouby et Flora Bagelé et Cécile Gautron qui est rajoutée ici parce qu'elle introduit une méthode de datation des surfaces d'altération que nous avons appliquée dans ce contexte. Alors, des livrables dans le source to sink, on a des documents magnifiques qui vont arriver. Donc, c'est des cartes source to sink, on va dire paléogéographiques, mais pas seulement, puisqu'on quantifie l'érosion. Donc, ça, c'est nouveau. On a également en lien avec ces cartes des wheelers dans lesquels on a non seulement les dépôts au travers du temps, mais aussi la quantification de la même manière des soulèvements et des érosions, les deux ensemble. Donc la création des reliefs et la manière dont ces reliefs sont érodés. Tout ça est mis en regard des mouvements statiques et du climat, évidemment. Côté Guyane, on a produit tout un tas de documents et en particulier ce que j'illustre ici en bas à droite de mon écran, c'est des cartes paléogéographiques de l'évolution du système, globalement depuis la fin du Paléozoïque, principalement donc les aspects Trias-Jurassique avec l'ouverture de l'Atlantique central jusqu'à aujourd'hui, pour faire simple. Donc avec une interaction à un moment donné, une contemporanéité entre la formation du système andin et l'ouverture du rift atlantique.
Tout ça nous amène en fait à discuter quelque chose qui est absolument non cylindrique, qui va être en lien avec Orogène. Donc dans ce bloc diagramme, on représente un peu ce qu'on a compris d'une chaîne de montagnes. Donc vous voyez que ce bloc diagramme n'est pas cylindrique. On a des reliefs qui sont hétérogènes, on a des dépôts qui sont hétérogènes, qui descendent de la montagne ou qui sont parallèles à la montagne. On a des domaines cratoniques avec leurs réactions dans les systèmes ultimate sink, donc océaniques, avec quand il y a de l'apport détritique, des dépôts détritiques qu'on va discuter dans leur architecture, et quand il n'y a pas, pendant ces périodes où le détritisme ne vient pas polluer le système océanique, on a la création de carbonates, plus, en fonction du climat, des surfaces d'altération dont nous parlerons également. Et donc ça, c'est Charlotte qui nous en parlera pendant les conclusions. Pour les fluides, en fait, on est parti de l'histoire de Elf et Total, avec une problématique majeure, c'est que quand on présentait les systèmes du bassin d'Aquitaine, ils étaient essentiellement en termes de thermicité et en termes de fluide, de résultats pétroliers, exprimés avec une fonction buriale, plus ou moins d'érosion, mais globalement une fonction buriale. Vous voyez mes trois enveloppes fluides qui sont dessinées sur la coupe à gauche. Et il s'avère que quand on est rentré dans le détail, et en particulier dans la zone du footix proximal, que nous avions une distribution des PRV, donc des températures maximum, qui n'étaient pas du tout fonction du burial. Et on s'est posé tout un tas de questions, notamment sur l'hydrothermalisme, sur le timing de cette histoire de la thermicité. En plus de ça, on s'aperçoit que quand on regarde les choses à l'échelle d'Orogène, qu'on a une dissymétrie absolument incroyable entre le nord et le sud du système pyrénéen, que je représente sur cette coupe ancienne issue de la publication de Jean-Jacques Bittot, et que je remets donc sur une coupe plus récente, réalisée par Emmanuel Mazzini, où on a en fait de part et d'autre un côté qui est extrêmement riche et prolifique en système pétrolier, c'est le domaine nord, rétro-wedge, et le domaine sud qui lui est relativement pauvre, et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé en fait de part et d'autre du système pyrénéen. Donc j'en profite pour souligner également les deux interventions de Maxime Ducou qui nous présentera l'état thermique, ainsi que donc Thierry Baudin et Abdeltif qui nous présenteront l'état thermique actuel du système pyrénéen et comment en fait on peut discuter cet état thermique en héritage de l'ouverture des bassins crétacés dans ce système pyrénéen et qu'est-ce qui est préservé dans l'orogène. Pour les fluides, rapidement, donc ça c'est une coupe qui est issue des équipes structurales ici à Total à Pau, où on a un footix traditionnel. Et donc si j'illustre les différentes interventions, donc pour la partie eau et hydrocarbures, en fait c'est Raymond Michel qui nous fera la synthèse, où on voit que les hydrocarbures, si je dessine les enveloppes huile et gaz, on a donc l'huile qui est une fonction buriale et le gaz une fonction buriale dans la partie distale. Et puis on voit que dans la partie proximale, en fait, il y a une histoire compliquée puisqu'elles sont à la surface. Quand on arrive donc ensuite sur la synthèse de Guillaume Barré, qui lui va nous présenter les interactions, la TSR, donc la thermosulfato-réduction, où là on va voir comment les sulfates vont interagir, comment la production d'H2S va interagir avec les hydrocarbures, comment le système va aussi interagir avec l'eau et comment, in fine, on va arriver à faire des karstes hypogéniques. Donc, cette H2S va se combiner avec l'eau pour faire de H2SO4 et faire des grottes, en fait, hypogéniques, donc qui viennent du bas. Donc ensuite, on verra avec Marguerite Godard une synthèse sur les fluides profonds, comment ces fluides profonds arrivent dans le système dès l'héritage, donc dès la serpentisation, l'exhumation du manteau pendant la création des bassins, et comment ce système va perdurer pendant un certain temps dans le système orogénique. Ce manteau va également nous poser tout un tas de questions donc sur les fluides et les gaz qui arrivent dans le système, et on verra une interaction, enfin un travail formidable qui a été fait par Joachim Tremosa sur l'hydrothermalisme. Et Eric nous fera une conclusion de cet ensemble-là à la fin de la journée de demain. Donc, juste 3 slides pour finir. L'intégration. Donc, un grand merci aux équipes, en particulier à Emmanuel Mazzini. On a développé, en fait, dans le cercle de Wilson, que nous avons tous appris, en fait, toutes les étapes qui ont été nécessaires
pour nous, pour notre compréhension, pour la détermination de ces étapes, des différentes évolutions de la chaîne, non pas seulement côté convergence, mais aussi côté divergence. Alors le cycle de Wilson tourne dans le sens anti-horaire, hein. On mature la divergence jusqu'à l'océan et puis on inverse le système pour aller à la collision jusqu'à l'état actuel de post-eurogénique. Et on va voir en fait dans les différentes présentations et en particulier à la fin comment le système trouve des raccourcis en fonction de la maturité de la divergence. Évidemment, on ne va pas faire une subduction océanique si on n'a pas fait d'océan. Donc, il va falloir que cette maturité de la divergence va parler quelque part à l'état, au capital, qui va nous permettre de conditionner l'architecture de la convergence. Donc pour les Pyrénées, par exemple, hein, on va s'arrêter à l'hyperextension dans la divergence, et puis on verra, c'est la flèche rouge, jusqu'à la convergence, on ira jusqu'à la partie post-eurogénique, incluant donc les étapes de la subduction continentale, de la protocollision, de la collision et du post-eurogénique. Alors, pour le source to sink, à la fin, on aura la même approche où on va en fait, sur les mêmes événements critiques géodynamiques, positionner à la fois les mouvements verticaux en érosion, en dépôt, les flux, sur cette spider diagramme où on va pouvoir réellement quantifier et voir en fait et comparer à différentes chaînes ces différents flux. Et côté fluide, on fera également la même chose sur le système, sur les différentes étapes, avec la dolomitisation, qui est un événement qui est purement lié à l'extension, à l'hyperextension. Ensuite, on verra que l'absence de magnésium de mise à disposition par les manteaux va nous permettre de faire des ciments qui vont être différents. On va voir l'état de la thermicité, on va voir l'état des fluides avec l'huile qui va essentiellement être dans la partie héritée, donc Saint-Rift et post-Rift, et puis tous les gaz, notamment l'H2S, hein, et l'hydrogène pour la partie serpentinisation, et comment le système va perdurer, et jusqu'à la fin où on voit encore de l'hydrogène dans les sources hydrothermales avec du méthane abiotique, et également donc l'H2SO4, l'acide sulfurique, qui est le résidu de l'oxydation de l'H2S. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cette introduction. Je vous remercie surtout toutes les équipes, toutes les entités, tous les instituts, cette approche multidisciplinaire avec l'ensemble des acteurs, qui a été une aventure humaine formidable et une aventure scientifique formidable. Donc, je vais laisser la place maintenant à la session imagerie et multiphysique, avec Sébastien Chevreau qui va donc présenter sa synthèse, qui va être donc avec Sabine Delahaye qui va être le conveneur de cette session. Merci.